Bonjour Madame Spilbou, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, très bien. Alors, merci de votre présence. Je tiens à vous remercier en mon nom, mais aussi au nom des 1500 personnes qui sont avec nous en direct pour votre présence, parce que c'était très important pour nous de vous recevoir sur une commission d'une si grande importance. Alors, pour vous présenter un peu, je vais présenter votre parcours brièvement à notre auditoire. Donc, vous avez commencé votre parcours politique en 1997 à Lille, alors que vous intégriez la mairie comme chargé de mission auprès de Pierre Mauroy, alors maire à l'époque. Vous avez adhéré la même année au Parti Socialiste. Vous intégrez ensuite le cabinet de Martine Aubry de 2008 en 2012 en tant que directrice. Puis vous vous retirez de la vie politique pour rejoindre la SSCF en tant que directrice de la relation client et des situations sensibles. Vous quittez ensuite officiellement le Parti Socialiste en 2018 pour rejoindre La République En Marche, où vous vous soumettez au scrutin pour la première fois en 2020, lors des élections municipales. Vous finissez troisième avec 20,6% des voix au deuxième tour, suffrage durant lequel vous étiez opposé notamment à Martine Aubry, pour laquelle vous étiez directrice de cabinet à l'époque. S'en suivent ensuite les législatives de 2022 et de 2024. Après la dissolution, vous êtes réélu avec 45,1% des voix dans la 9e circonscription du Nord. Et vous avez aussi à noter été sur la liste de Madame Hayé lors des élections européennes de l'année dernière. Alors aujourd'hui, si vous êtes à la fois donc députée, candidate à la mairie de Lille pour la deuxième fois, vous êtes également en compagnie du député LFI Paul Vanier, co-rapporteur de la commission d'enquête sur les modalités de contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, dite plus vulgairement commission d'enquête Bétaram. Et c'est d'ailleurs la raison de votre présence ce jour. Bienvenue Madame Filbou. C'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de cette commission d'enquête, de votre choix de vous porter comme co-rapporteur et pourquoi cet engagement de votre part? Merci de me recevoir et bonjour à toutes et à tous. Comment est arrivée la genèse de mon engagement dans cette commission d'enquête? Pour ceux qui ont suivi, en fait, c'est Paul Vanier qui a eu l'idée de la création d'une commission d'enquête sur le contrôle de l'État et les violences faites sur les enfants dans le système scolaire. C'est suite à un an d'articles, notamment Mediapart et d'autres, sur le sujet particulièrement de Bétaram, suite à deux questions au gouvernement qu'il a posées au Premier ministre et qu'il a largement communiqué ensuite sur ses réseaux sociaux, qu'il a eu l'idée de créer cette commission d'enquête. Tout à fait originale comme idée parce qu'en fait, il a demandé, et c'est la première fois sous la Ve République qu'il y a ce processus, il a demandé que notre commission des affaires culturelles et éducation à l'Assemblée nationale, à laquelle Paul Vanier, moi-même et d'autres appartenons de tous les groupes, soit transformée en commission d'enquête. C'est un processus qui n'est pas du tout classique. Le classique pour les commissions d'enquête, c'est plutôt un droit de tirage par groupe politique. Et donc, il a proposé cela à notre commission. Il fallait que ce soit voté. Lui, son périmètre, c'était uniquement l'enseignement privé catholique et l'ensemble des contrôles de l'État. Nous avons, et j'ai beaucoup animé un débat assez long en commission, 1 heure et demie de débat le 19 ou le 26 février dernier. Et dans ce débat, moi, j'ai souhaité, avec d'autres collègues, qu'on élargisse aux établissements publics, qu'on élargisse aussi aux établissements privés hors contrat. On verra la différence Oui. peut-être entre les deux, mais qui ne sont pas en contrat avec l'État, comme Riaumont dans le Pas-de-Calais dont je connaissais l'affaire. Et puis qu'on se limite vraiment au sujet de la violence sur les enfants et pas des contrôles de l'État, par exemple, sur les financements ou la pédagogie, parce que ça aurait été trop large. Et donc, suite à ce débat, eh bien, nous avons voté à l'unanimité la création de cette commission d'enquête, ce qui est assez unique aussi. Et dans la foulée, comme je m'étais mobilisée sur le sujet et comme moi, j'avais rencontré des victimes de Riaumont déjà bien avant, quelques mois avant, que je connaissais ce sujet, que j'étais particulièrement bouleversée par certains témoignages que j'avais déjà entendus, en dehors même de Bézaram, je me suis dit, bien, il faut que je me porte candidate parce que c'est une commission qui finalement dépasse les clivages politiques et qui concerne tout le monde. Et je ne le regrette pas du tout. Et donc, j'ai été voilà, désignée, élue par ma commission, co-rapporteur de Paul Vanier, que je ne connaissais pas vraiment à l'époque. D'accord. Alors vous venez justement de parler donc de comme quoi voilà c'était un cadre et notamment un sujet très dur. Euh, à votre propre enfin, selon vous, quelle a été pour vous donc la commission, enfin l'audition plutôt, la plus dure à mener, que ce soit d'un point de vue de la personnalité qui était reçue, hein, ou du témoignage et de la violence du témoignage que vous avez pu recevoir durant cette audition?
Mais je pense que c'était la première, c'est-à-dire que on a choisi, ça aussi, ça a été original, mais on s'est tout de suite mis d'accord avec Paul Vanier. On a choisi de commencer par une table ronde avec les associations de victimes. Il y en avait 8 au début de notre commission au mois de mars. Il y en a près de 80 aujourd'hui en France, donc les choses se sont développées. Et donc ces 8 ou 10 associations de victimes, on les a invitées à venir physiquement à l'Assemblée et c'était la première audition. On voulait marquer le coup en disant on ne commence pas traditionnellement par les administrations, ce que nous avaient proposé d'ailleurs les administrateurs de l'Assemblée, un peu classique. Et cette table ronde, elle a été vraiment extrêmement dure parce que on a eu des témoignages. C'était la première fois qu'ils venaient à l'Assemblée. C'était très important pour ces victimes et ces présidents d'associations de victimes parce que c'était la première fois qu'ils se sentaient vraiment entendus. Donc il y avait une émotion très palpable de chacun individuellement et puis des témoignages individuels ou partagés qui ont été vraiment très violent, vous avez utilisé le mot violence, et en fait, d'un seul coup, ça responsabilise énormément sur l'ensemble de tout ce qu'on a fait après, et on a toujours gardé ça comme fil rouge quelque part, et après, il y a eu plein de témoignages par mail qui sont arrivés, donc je dirais que voilà, c'est ça le plus marquant, bien plus que tous les sujets plus politiques ou institutionnels. Et en fait, moi, ça me fait me poser une question aussi, parce que bon, en tant que député au sein de cette commission, vous avez été confronté à des témoignages extrêmement durs, extrêmement forts. Est-ce qu'il y a des accompagnements potentiellement psychologiques qui sont prévus pour les députés dans ce cadre? Parce qu'on sait que voilà, la santé mentale est un sujet extrêmement important. Et pour avoir été confronté à ce genre de témoignages, potentiellement certaines d'entre vous ou certains de vos collègues ont pu en ressentir ce besoin. Est-ce que quelque chose est prévu dans ce cadre? Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai dû me poser la question, non pas pour moi, parce que j'avais lu le livre d'Ixchel Delaporte sur Riomont avant de commencer la commission d'enquête. J'avais déjà rencontré des victimes, donc j'avais déjà passé tout un cap où j'avais pleuré dans certaines pages du livre et tout ça, enfin vraiment difficile, douloureux, donc je me sentais prête en fait à affronter ça en tant que députée. En revanche, j'avais pas mesuré à quel point ça allait heurter mes collaboratrices à l'Assemblée, qui ont toutes les deux 26 ans, qui ont reçu des tonnes de mails avec des témoignages horribles, des hommes qui témoignaient pour la première fois avec des détails, etc. Et immédiatement, j'ai demandé à la questure s'il y avait un accompagnement psychologique. Et déjà, j'ai mis 15 jours à avoir une réponse. J'ai été tout de suite prise en compte, mais c'était une question qu'on, semble-t-il, on n'avait pas posée. Et la réponse a finalement été non. Il n'y a pas de cellule psychologique à l'Assemblée nationale. Il y a un médecin traitant pour les députés et les collaborateurs qu'on peut consulter s'il y a une urgence, et on peut avoir accès à des psychologues de ville grâce à elle. Donc j'ai senti qu'effectivement c'était un vide. C'est un sujet que je vais reprendre à la rentrée parce que notre commission a été vraiment difficile, mais juste avant il y avait la commission sur la protection de l'enfance. J'imagine bien que députés et collaborateurs et administrateurs d'ailleurs de l'Assemblée ont dû être très choqués par ce qu'ils ont entendu, ou sur les violences dans le cinéma. Enfin voilà, dès qu'on touche à la violence sur mineurs ou à la violence tout court, on n'est pas prêt. Et je vois en ce moment ce que vivent plein de députés sur d'autres sujets en cyberharcèlement. C'est vrai que je crois que ça serait très utile. C'est vrai que ça fait pas mal réagir dans le chat. Pas mal sont assez choqués de savoir qu'il n'y a vraiment pas d'accompagnement là-dessus, parce que c'est vrai que il y a votre commission, mais comme vous avez dit, il y avait celle de l'aide à l'enfance, le cyberharcèlement, puis potentiellement aussi, il peut y avoir des sujets de santé mentale sur la vie de tous les jours du député, et le travail de député, les horaires de nuit à rallonge, etc. Et c'est assez surprenant. Et du coup, quelle est l'idée pour porter ce projet? Parce que vous avez dit que vous vouliez porter cela à la rentrée. Ça peut se faire à travers quoi? Je pense qu'il faut que je demande vraiment un rendez-vous officiellement au collège des trois questeurs sur ce sujet, en témoignant finalement sur ce qu'on a vécu sur ces 5 mois de commission d'enquête. Et puis, parce que en fait, cette responsabilité, maintenant, je l'ai sur les épaules, pas seulement du rapport, mais aussi de la mise en œuvre des recommandations. Donc, moi, je l'ai sur les épaules, mes collaborateurs. On a des administrateurs de l'Assemblée qui ont une trentaine d'années, tous les deux, qui ont travaillé jour et nuit et qui aussi doivent être soignés par rapport à tout cet engagement, toute cette responsabilité qu'on porte. Puis vous avez raison, il y a le cyberharcèlement, ça on l'a vécu à plein de moments de la vie de député, il y a les horaires décalés, il y a la relation à la famille, la priorisation par exemple dans son agenda. Est-ce que je vais siéger parce que le groupe me dit il faut absolument siéger encore en plus jeudi et vendredi, et est-ce que je laisse l'anniversaire de ma fille de côté? Enfin, c'est ce genre de choses qui à la fin créent une pression aussi très forte.
forte. Et puis, je trouve que voilà, une cellule psychologique de suivi avec un psychologue, je pense que ça serait très bien accueilli par l'ensemble des groupes. Donc, faut qu'on y travaille. Voilà, j'ai senti que c'était pas un sujet en fait qui avait été jusqu'à présent beaucoup abordé, et que si on le met sur la table, il est tout à fait possible d'avoir un consensus des différents groupes pour, je sais pas, créer un poste de psychologue à demeure, ou alors un système de consultation. Mais en ville, c'est compliqué avec notre rythme. Si on doit prendre un rendez-vous, aller à l'autre bout de Paris, ça me paraît aussi compliqué. Ça serait mieux sur place. Et puis pour pouvoir réagir aux urgences, effectivement, ça serait utile. D'accord. Alors, pour revenir du coup au déroulé de la commission, je voulais vous demander comment s'est passée cette collaboration entre voilà, ce mélange de groupes, hein, parce qu'on sait que les commissions d'enquête, c'est des personnalités qui ne sont pas des mêmes partis politiques. Et là, on s'est retrouvé avec Madame Kelouachi, qui était la présidente de la commission d'enquête, et un co-rapporteur, la France Insoumise, Paul Vanier, une co-rapporteuse Ensemble pour la République, EPR, vous-même. Comment s'est passée cette collaboration tout au long de ces mois de commission d'enquête? Alors, je pense que ce que vous avez vu dans les médias, à la télé, quand j'ai fait des conférences de presse, par exemple à l'Assemblée, tous les 2-3 semaines avec Fatia et Paul, ou quand on faisait les médias avec Paul sur les points d'avancement, vous avez vu que la collaboration s'est bien passée, et en fait, c'est vrai. C'est pour ça que ça s'est vu. C'est parce que j'en ai été surprise moi-même, et lui aussi, on en rigole d'ailleurs parfois aujourd'hui. Ce duo qui pour certains a été mis en scène pour être instrumentalisé, tout ça, en fait, il a bien fonctionné dès le début, parce que en fait, je pense qu'on avait la même préoccupation du sujet de l'utilité pour les victimes en premier. Donc, on s'est mis d'accord tout de suite de faire cette audition des victimes en premier, d'accord tout de suite qu'il fallait aller sur le terrain, à la fois à Bétarame, à Riaumont, à Châlons en Champagne, dans un lycée public, pour avoir une étude de cas plus approfondie de chacun des types d'établissements, qu'il fallait être opérationnel. Voilà. On s'est mis d'accord aussi sur la médiatisation rapidement, parce qu'on s'est dit que ça serait utile pour la transparence au regard de toutes les accusations qui étaient portées sur les uns les autres, et que la transparence, elle était, enfin, je crois que moi, c'est mon mode de fonctionnement. Déjà, je communique beaucoup, donc ça peut m'être reproché, mais moi, j'estime qu'il y a plein de Français qui considèrent que les députés ne fichent rien, sont des paresseux, sont trop payés, etc. Donc, la transparence, elle passe aussi par montrer le travail qu'on fait, ce à quoi vous contribuez en tant que journaliste, en tant que youtubeur, Twitcher, je ne sais pas si on dit Twitcher. Oui, on peut. C'est vrai que malheureusement, la partie émergée de l'iceberg, qui est le travail au sein de l'hémicycle, est souvent ce sur quoi se basent les citoyens pour dire un député de travail ou ne travaille pas, en oubliant que souvent, en parallèle de l'hémicycle, il y a du travail en commission, en oubliant qu'il y a du travail en circonscription, qu'il y a des rencontres avec différents acteurs qui peuvent avoir lieu aussi. Et c'est vrai que c'est un travail de globalité, et pas seulement ce qui se passe à l'hémicycle. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux différents auditeurs qui viennent, mais c'est un travail de longue haleine. Et vous aussi, on voit bien sur les réseaux sociaux des différents députés qu'aujourd'hui, vous mettez aussi l'accent sur le travail en circonscription, sur le travail en commission, beaucoup plus qu'avant, ou du moins peut-être parce que c'est plus médiatisable qu'avant aussi, par rapport au fait que ça soit filmé, diffusé en direct, etc. Et donc ça vous donne aussi possibilité d'essayer d'amener à faire comprendre que voilà, il y a un travail beaucoup plus global que juste ce qu'on voit aux questions au gouvernement ou dans les séances publiques. Voilà. Je vais vous dire, c'est même extrêmement frustrant. C'est frustrant de parfois rencontrer... moi, il y a quelques semaines, à Marc-en-Barœul, dans ma circonscription, je croise quelqu'un qui me dit ah, ça va bien, Madame Spielbout, vous ennuyez pas trop en ce moment, ça doit être vraiment pas très... Alors, m'ennuyer, par exemple, c'est une chose qui ne m'a jamais traversé l'esprit depuis que je suis députée. Je suis toujours débordée de travail, mais que des gens puissent avoir cette image-là parce qu'ils voient un hémicycle vide, par exemple, sur une proposition de loi où il n'y a pas d'enjeu de vote, où tout le monde va voter, ben, on n'est pas dans l'hémicycle, on est à la place en commission ou en train de bosser une commission d'enquête, par exemple. Donc ça, c'est hyper frustrant, ce décalage entre le travail que nous faisons, et globalement, hein, dans tous les groupes, les députés travaillent beaucoup. Hein, je crois que c'est peut-être pas comme à une certaine époque où c'était moins
moins challengé par justement cette visibilité aussi permanente des médias et des réseaux sociaux. Et puis c'est frustrant soi-même. Moi, j'aimerais bien qu'on réforme complètement le fonctionnement de l'Assemblée. Moi, quand je suis en commission d'enquête, par exemple, et que je ne peux pas aller voter une loi, je ne sais pas, sur Mayotte, très importante, ou sur les narcotrafics, ou participer à un débat qui m'intéresse dans l'hémicycle, ou que je ne peux pas faire un travail de commission culture en même temps parce qu'on a transformé notre commission culture en commission d'enquête, c'est en permanence des renoncements. Et je trouve ça hyper frustrant. Je trouve dommage que le suppléant, par exemple, qui n'est là que pendant l'élection, ne puisse pas après avoir une fonction reconnue pour voter à notre place, pour aller déposer une gerbe officiellement à notre place à une commémoration en circo. Voilà, tout ça on le fait, mais c'est du bricolage et on court physiquement entre les différentes salles, bien souvent. On est toujours à se dépêcher et c'est pas bon pour le travail mental, intellectuel et la qualité aussi des votes et des explications. C'est pas bon de fonctionner comme ça. C'est une vraie limite de notre Assemblée en France. Il faut dire aussi que cette année parlementaire, bon, elle a été de tout rebondissement, là. Elle vient de s'achever avec la fin de la session extraordinaire. Depuis la dissolution en 2024, voilà, ça a été extrêmement chargé par les thèmes qui ont été condensés sur une période d'un an pour rattraper la période du budget, la faire passer, puis faire, avec la dissolution qu'il y a eu, il y a eu la période où il y a eu la censure, puis il y a les nombreux textes, il y a eu la session, il y a dû même y avoir une session extraordinaire. Je crois que d'ailleurs, bon, de manière générale, depuis l'élection du président Emmanuel Macron, il y a quasiment eu des sessions extraordinaires tous les étés. Euh, sur cette année très chargée, qu'est-ce que vous en retenez de ces 12 mois qui viennent de s'écouler et pour vous, qui a été le travail le plus important pendant cette période de 12 mois? Je dirais que au niveau global des 12 derniers mois, je pense que la seule chose qui a été vraiment marquante, peut-être en termes de loi pour les Français, c'est la loi narcotrafic. Parce que d'abord, elle a été votée largement au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il y a eu des débats assez longs pendant une quinzaine de jours sur des sujets qui concernent finalement aussi bien le grand narcotrafic et les sujets cyber et les sujets de trafic d'armes et de drogue internationaux que le sujet des prisons françaises, que le sujet du trafic de drogue qui pourrit la vie quotidienne des gens dans tous les quartiers à Lille comme ailleurs. Et donc, je crois que la loi narcotrafic, ça a été peut-être la loi la plus charpentée et la plus cohérente entre Sénat et Assemblée qui a été jusqu'au bout et dont on sait qu'il y a un certain nombre de mesures assez concrètes qui seront utiles. Le reste, je trouve, a été particulièrement illisible. D'abord pour nous, députés, on a vu le programme de l'Assemblée en permanence changer avec des gouvernements qui ont changé, donc des agendas qui ont changé. On remet des bouts de PPL à voter après un début d'une autre PPL, on ne sait pas si elle vient du Sénat, de l'Assemblée. Même nous, des fois, on était perdus dans l'ordre du jour et on doit toujours, avec nos collaborateurs, se dire, bon, on en est où? On fait le travail avec le groupe? Là, est-ce qu'on vote pour? On vote contre? Enfin, intellectuellement, on ne peut pas être bon sur tous les sujets. On fait chacun partie de commission, on est plus ou moins expert. Et donc, je crois que ça a été illisible pour les députés et très illisible pour les Français. Voilà. Et puis peut-être un petit mot, c'est pas le sujet de ce matin, mais je pense qu'on a terminé sur le sujet de la loi Duplon, qui est une loi qui est venue du Sénat, qui s'appelait Duplon, qui aujourd'hui à l'Assemblée n'est plus du tout la même, mais qui a sur les réseaux sociaux explosé en termes de résonance, quel que soit le vote pour ou contre de tel ou tel député, qui a créé énormément de cyberharcèlement. Et finalement, la façon dont sont votées les lois aujourd'hui, même si notre présidente d'Assemblée le rappelle, il y a eu 39 lois de votées sur l'année qui vient, c'est beaucoup, et on n'a pas chômé. Je crois que c'est pas du tout bon pour rassurer les Français dans l'ensemble. Voilà. Et donc, je pense qu'on est dans un moment où quand même le fonctionnement démocratique est très mis à mal. Bah, là, vous avez anticipé la question de quelqu'un du chat qui vous demande pourquoi vous avez voté la loi du plan. Bon, c'est pas vraiment le sujet de la journée, mais est-ce que vous avez peut-être une ou deux phrases? Je sais que c'est compliqué de résumer cette loi à une ou deux phrases pour expliquer votre vote. Pourquoi votre vote sur cette loi du plomb? Alors, ce que je peux vous dire peut-être là, effectivement, pour qu'on reste centré sur Oui. le sujet de la commission Betaram, c'est que ça a été un choix très difficile,
que j'ai encore des doutes aujourd'hui, que des fois, il faut choisir dans la vie. Le plus simple, hein, c'est de reculer et de s'abstenir, hein, ce qu'ont fait certains de mes collègues, hein, de ne pas donner d'avis quand on… Moi, je crois qu'il faut faire des choix. Moi, j'ai rencontré les agriculteurs de ma circonscription, de la métropole lilloise, du Nord, depuis longtemps, depuis la crise agricole, depuis 1 an. Je travaille avec les endiviers, les producteurs de chicorée, tout ce qui fait le patrimoine agricole de ma région. Je ne travaille pas avec les lobbies, parce que sur le vote que j'ai fait, j'ai été accusée de tous les noms et cyberharcelée sur le sujet de relations avec des lobbies. Je ne travaille pas avec des lobbies, je suis sur le terrain. Et donc, j'ai fait un vote en conscience et je l'ai expliqué sur mon site internet. J'ai fait une explication de vote sur mon site vespilbout.fr, assez longue, avec mes arguments que j'ai travaillés. Donc, on peut être d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Je vous dis, j'ai encore même des doutes, hein, parce que je lis beaucoup de choses. J'ai des gens qui m'écrivent à Lille ou de France. Donc, je continue de travailler sur ces sujets. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'un député doit prendre ses responsabilités et ne doit pas, à chaque fois qu'il vote pour ou contre quelque chose, être menacé de mort ou insulté comme on le vit aujourd'hui. Je le vis, ma famille le vit sur ce sujet, et je peux vous dire que ça ne crée qu'une seule chose. Je pense que ça ne résoudra pas le problème de la santé et des cancers en France. Et je pense que ce que ça crée auprès de députés comme moi et comme d'autres, c'est parfois l'envie de renoncer à l'engagement public au regard de la violence de ce que l'on vit. Et cette envie de renoncer fera qu'à la fin, il y aura plus suffisamment de gens compétents qui seront députés de la nation, et qu'on risque d'aller vers un recul démocratique à force de violence sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que mon explication de vote, elle est disponible. On ira regarder ça après pour les plus… Je prendrai un peu de vacances quand même. Je ne passerai pas tout mon été à me justifier sur mes votes, mais j'essaie de répondre le plus souvent possible quand j'ai des questions. Je ne comptais pas particulièrement vous poser la question, mais vous l'aviez évoqué vous-même. Je me suis permis de oui. prendre la question. Et puis, je ne peux pas passer outre, parce que vous me demandez ce qui a été marquant dans l'année. Honnêtement, je ne peux pas passer. Enfin, ça serait fermer les yeux devant une réalité qui est hyper difficile. Hein. Et là, juste pour revenir brièvement, et ensuite on revient directement sur la commission d'enquête, vous avez évoqué voilà, une année vis-à-vis du Sénat. C'est vrai que le Sénat a pris une importance assez capitale cette année. J'ai pas envie de dire c'est pas une cohabitation, mais avec une majorité relative, très relative, et un Sénat qui, on va dire, est davantage acquis, même s'il penche plus à droite que l'Assemblée nationale. Ça a quand même permis aussi, avec l'entrée des LR dans le gouvernement, de faire des choses qui n'étaient pas trop forcément envisageables en vain, notamment les motions de rejet préalable pour des CMP bien plus conclusifs grâce au vote du Sénat qui permet de passer un peu outre certaines oppositions, du moins dans les débats, parce que l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot et doit voter. C'est vrai que le Sénat, est-ce que vous considérez que depuis que vous êtes arrivé donc en 2022 à l'Assemblée nationale, vous ne considérez pas que là, cette année, vraiment particulièrement, le Sénat a eu une importance assez capitale pour l'avancée des textes? Je pense qu'il y a une raison principale de ce constat que vous faites, c'est que le Sénat est stable. C'est que le Sénat, il est renouvelé tous les 3 ans par moitié. Donc un sénateur, il est là pour 6 ans, quoi qu'il se passe. Et de l'autre côté, l'Assemblée a été dissoute en juillet 2024 et sous une menace de dissolution permanente depuis quelques semaines, où chacun a peur de la dissolution, et les gouvernements sont instables, sont soumis aux motions de censure. On vient le voir là, les annonces budgétaires du Premier ministre impliquent des déclarations qui font qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la rentrée ou au moment du budget. Et donc cette instabilité qui nuit à la lisibilité et à la programmation finalement d'un plan d'action législatif qui viendrait du gouvernement, qui mettrait en œuvre un certain nombre de grands projets, fait que le Sénat a pris le pas et devient l'endroit d'où partent des lois réfléchies sur le long terme. Je prends la loi narcotrafic. Si je garde cet exemple-là, elle est issue d'un rapport parlementaire de 6 mois de 2 parlementaires, un PS et un LR de mémoire, donc transpartisans, qui ont fait une mission très approfondie sur les narcotrafics, qui ensuite font une PPL qui est reprise par Gérald Darmanin, qui fait les navettes avec l'Assemblée, donc sur le long terme. Donc on arrive à avoir quand même une action construite sur un sujet,
parce que le Sénat s'en est emparé. Je dirais que c'est la même chose sur le sujet du statut des élus locaux, sur lequel moi j'ai travaillé. J'ai fait une mission à l'Assemblée nationale. Finalement, c'est le Sénat qui a déposé une proposition de loi comme nous, mais c'est la proposition du Sénat qui a été reprise, pas celle de l'Assemblée, parce que l'Assemblée, entre-temps, a été dissoute. Enfin voilà, il y a cette fragilité de l'Assemblée, on la ressent. Et on est arrivé à un vote final, quasiment final. Il y aura certainement encore une petite navette en juillet, en section extraordinaire, sur le statut des élus locaux et la protection de l'engagement des élus, parce que le Sénat a été très actif et parce que Françoise Gatel, qui était sénatrice à l'origine de cette loi, est devenue ministre. Donc, en fait, on voit que quand il y a un peu de temps, on arrive à mener des actions. Quand il n'y en a pas, c'est un peu n'importe quoi. D'accord. Alors, pour revenir au rapport, donc, est-ce que vous pouvez nous présenter les principales conclusions, les grandes lignes en conclusion de ce rapport, et parmi l'ensemble des mesures proposées, celles qui, selon vous, sont les plus importantes à mettre en place le plus rapidement possible? C'est un effort de synthèse que vous me demandez, parce que le rapport, il fait... Oui, je sais, il fait énormément de pages, plusieurs centaines, oui. Et encore, c'est le tome 1. Il y a le tome 2 avec les auditions. Le tome 1, voilà. Il a 50 recommandations, mais je vais le faire, cet effort de synthèse. Je pense que s'il y a une chose que nous avons entendu des victimes, parce qu'on les a auditionnées au début, mais on les a auditionnées aussi à mi-parcours au moment de l'écriture du rapport et de la réflexion sur les recommandations. Et puis, on les a encore revues la veille de la publication du rapport. On est en lien permanent, en fait. C'est le travail sur les délais de prescription et l'imprescriptibilité. Je pense que ça, c'est d'ailleurs dans notre rapport, c'est la mesure numéro 2, je crois. Non, 3. La mesure numéro 3. Non, numéro 2. En fait, elle est en 2 et elle s'appelle numéro 1. Voilà, je les retrouve. En fait, dans l'axe 1 des recommandations, reconnaître les victimes de violences commises en milieu scolaire, et notamment dans les années passées, mais aussi aujourd'hui. Mais il y a beaucoup eu de violences dans les années passées, il y a 30, 40 ans. La première chose, c'est une reconnaissance de l'État, c'est finalement des excuses de l'État, c'est-à-dire l'État n'a pas contrôlé, comme l'État n'a pas contrôlé, il n'a pas vu, il n'a pas été assez efficace pendant toutes les années, c'est tous les ministères, toutes les administrations ensemble pendant des années. Donc ça, on demande cette reconnaissance. Et puis tout de suite derrière, c'est la possibilité, lorsque un homme, alors je vais prendre un homme parce que c'était souvent des hommes de 70 ans aujourd'hui, parce qu'il a entendu la médiatisation de la commission d'enquête, parce qu'il a enfoui en lui-même et auprès de sa famille, sans jamais le dire, toutes les violences qu'il a subies, psychologiques, physiques ou même sexuelles, décide à 70 ans de parler sur ce qu'il a vécu quand il était enfant à 10 ans, et bien aujourd'hui, s'il dépose plainte, la justice lui dit la plainte est prescrite, parce que c'est 30 ans maximum pour les viols sur enfants, sur mineurs. Et donc, ça veut dire que l'agresseur ne pourra pas être poursuivi. Alors, vous me direz, dans une grande partie des cas, l'agresseur est décédé. Ça peut arriver, mais il arrive encore que pour des plaintes qui ont plus de 30 ans, l'agresseur ne soit pas décédé, soit encore en poste dans une administration en contact avec des mineurs, ou soit retraité, mais dans une retraite où on accueille, dans le domaine culturel, par exemple, on accueille des camps de scouts avec des enfants, etc. Et donc la prescription, elle est à la fois très douloureuse et insupportable pour la victime, qui a besoin que sa plainte soit reçue et étudiée, qu'il y ait une condamnation, même civile, contre l'agresseur. Et puis un sujet de protection de l'enfance, parce que si un des agresseurs a 70-80 ans et qu'il est encore en contact avec des mineurs, il peut continuer ses exactions. Donc, c'est la mesure qui est la plus marquante, parce que on ne dit pas il faut l'imprescriptibilité pour tous les crimes sur mineurs, parce que c'est très compliqué. Quel type de crime, quel délai, est-ce que si on fait ça, du coup, on n'ouvre pas la boîte de Pandore pour plein d'autres crimes et délits, la surcharge de la justice, il y a tout ce travail-là. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'à l'Assemblée nationale, il y ait un travail approfondi qui s'ouvre en transpartisan avec des juristes spécialisés pour arriver à débloquer ce sujet de la prescription. Et on a eu la bonne nouvelle, après le rendu du rapport, que Perrine Goulet, la députée du MoDem, qui est présidente de la délégation aux droits de l'enfant, nous annonce le 9 juillet l'ouverture d'une mission sur ce sujet dans la foulée de nos recommandations. Ça commencera en septembre. D'accord. À noter en plus que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sur BFM, avait lui-même aussi évoqué le sujet de l'imprescriptibilité
notamment sur les crimes sur mineurs et notamment les viols. Ensuite, donc à la commission, il avait évoqué ça lui-même en tant que garde des Sceaux. Donc c'est vrai qu'il y a un mouvement et le gouvernement semble suivre sur cette recommandation-là en tout cas. Oui, en tout cas, voilà, on sait que rien n'est simple. Aurore Berger avait déjà soumis une partie sur les violences et il y a eu des débats au Sénat, à l'Assemblée. Il y a aussi une députée LR, Virginie Duby-Muller, qui avait déposé une proposition de loi sur ce sujet. Au Sénat, il y a Xavier Iacovelli, qui est spécialisé sur la protection de l'enfance et qui avait aussi avancé sur ces sujets. Donc, on sent qu'il y a une certaine maturité dans les différents partis politiques pour avancer. Et au gouvernement, comme vous l'avez dit, Gérald Darmanin a proposé que Paul Vannier et moi-même venions lui présenter les recommandations qui concernent le ministère de la Justice pour voir comment on peut les mettre en œuvre, quel calendrier, quels freins, etc. Donc on sent, comme vous dites, qu'il y a un mouvement qui est entamé. Et puis surtout, il y a un fait marquant sur ces sujets de délai de prescription et d'imprescriptibilité, c'est que la France insoumise et plus globalement une grande partie de la gauche était opposée de principe au sujet de l'imprescriptibilité des crimes commis sur mineurs. Et le travail qu'on a fait avec Paul Vannier, avec les victimes, les cas concrets auxquels nous avons été confrontés a non seulement fait évoluer Paul Vannier, mais il a eu des échanges avec son groupe, je crois que je peux me permettre de le dire, il le dit lui-même, qui font qu'aujourd'hui, il y a une ouverture pour y travailler. Alors voilà, c'est qu'on se dit que le travail transpartisan permet aux uns et aux autres de, si ce n'est pas changer d'avis, en tout cas s'ouvrir sur des sujets où on pouvait avoir une croyance, un dogme, un principe, une conviction, et puis les faits sont là et font changer. Donc, je trouve ça super intéressant. Et c'est d'ailleurs ce qui est marquant aussi dans notre commission d'enquête. Alors, c'est vrai que pendant cette commission d'enquête, le mot omerta a beaucoup été prononcé vis-à-vis de ces actes qui se passaient dans les établissements scolaires. À combien est-ce que vous estimez aujourd'hui le nombre de témoignages que vous avez reçus depuis l'ouverture de cette commission? Et surtout, en termes d'estimation, à combien d'établissements ça s'appliquerait ces témoignages? Combien d'établissements seraient concernés en France aujourd'hui ou auraient été concernés en supposant que ça ne se produit plus selon les travaux de la commission? Est-ce que vous avez des estimations là-dessus? Alors, je pense que ce qu'on a fait pendant les 5 mois derniers est une partie, en fait, de cet iceberg. Donc, je peux vous donner des chiffres là-dessus. C'est pas pour autant que c'est le reflet de tout ce qui s'est passé ou ce qui se passe en France, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore parlé, je pense. On a reçu plus de 200 témoignages individuels. Quand je dis individuel, c'est vraiment par un mail qui est adressé soit à moi, soit à Paul Vannier, soit à nous trois, avec Fatia, ça dépend, de citoyens qui écrivent en disant, voilà, il m'est arrivé ça dans tel établissement, et ça va d'une claque ou de plusieurs claques, jusqu'à des violences sexuelles ou des actes de torture et de barbarie effroyables. C'est pour ça que je vous dis que c'était très marquant pour moi à lire et pour nos collaborateurs qui filtrent les mails en amont en plus, oui. On a eu des choses un petit peu sur d'autres sujets qui n'étaient pas en milieu scolaire, qui étaient dans le périscolaire, ou sur la protection de l'enfance, enfin d'autres sujets, ou sur l'inceste. En fait, voilà, des gens qui se sont dit, bah, s'ils sont capables de se mettre à deux pour travailler ensemble, pour trouver des solutions, notre problème aussi, ils vont pouvoir le résoudre, même des sujets d'injustice sur des homicides routiers, d'autres sujets, en fait, en voyant la force de ce qu'on faisait. On a suscité une sorte d'engouement. Et alors, sur le sujet des violences à l'école, on a, à partir de ces témoignages écrits, 80 signalements au titre de l'article 40 du Code pénal auprès des procureurs partout en France, dans 50 départements français. Ces 80 signalements concernent 80 témoignages qui sont assez précis en termes de faits et de localisation de l'établissement pour, entre guillemets, mériter que l'on fasse un signalement officiel au procureur. Et on a un tableau de suivi, ces signalements, pour voir quels procureurs nous répondent, quels procureurs ne nous répondent pas et qu'on va devoir relancer à la rentrée. Et ces signalements, on en a mis copie à chaque fois à l'Éducation nationale pour que les recteurs soient informés pour chacun des établissements où ces faits sont signalés. Et donc, ça fait quand même déjà 80 établissements en France, Bretagne, Sud-Ouest, un peu partout en France, dans le Nord. Il y en a chez moi, dans le Nord, il y en a dans l'Avesnois, dans le Pas-de-Calais, il y en a un peu dans la métropole lilloise, il y en a un peu partout. Et ce qui montre bien que l'affaire Betaram, ça a été le déclencheur et peut-être un des endroits où il y a le plus de témoignages terribles par cette violence systémique, mais qu'il y a eu beaucoup d'autres établissements en France. D'accord.
J'ai une question du chat de Kalias qui demande certaines violences scolaires sont liées à des discriminations, racisme, LGBTQIA-phobie, sexisme. Est-ce que le rapport propose des mesures spécifiques de lutte contre ces violences structurelles ou est-ce que ça va rester sur des généralités au niveau des conclusions du rapport? Alors, je pense qu'on a bien abordé ce sujet-là. Au tout début, ce n'était pas une évidence, mais vous avez raison, le sujet de la discrimination, par exemple l'homophobie, la discrimination raciale, euh, euh, finalement, même l'insulte ou la discrimination d'un professeur, puisqu'on est bien sur les violences d'adultes ayant autorité sur les enfants, est en soi non seulement une violence, mais une vraie atteinte à l'intégrité, puisque quand on est au collège, au lycée, on est en train de construire son identité, sa confiance en soi. Et comme les atteintes finalement à la liberté de conscience aussi, l'embrigadement, le sectarisme, quelque part, c'est empêcher le jeune d'exercer son esprit critique et donc exercer une violence, une emprise qui l'empêchera d'être un citoyen librement éclairé. Donc tout ça, ça rentre dans le champ des violences et vous avez raison de poser cette question. On ne sait pas uniquement concentré sur le sujet des violences sexuelles, même si c'est le plus marquant, les violences physiques, les châtiments corporels qu'on propose d'interdire dans le Code de l'éducation, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ou les violences psychologiques sont prises en compte. Comment c'est pris en compte? D'abord, à travers un exemple, une étude de cas qu'on a approfondie, qui est celui du lycée Stanislas à Paris, qui a été peut-être très médiatisé, mais qui, quand vous lisez les pages de rapport sur ce dossier-là, on voit bien qu'il y a eu des témoignages sur l'homophobie d'une personne en particulier dans l'établissement. Il y avait 5 témoignages sur du racisme et de l'homophobie qui n'ont pas été, qui ont bien été repris dans le rapport, mais pas été repris dans la lettre de transmission au ministre, qui dit finalement tout va bien dans cet établissement. Et on voit bien que le rôle de l'inspection sur la façon dont sont prises en compte ces paroles sur des violences discriminatoires est extrêmement important dans la façon dont les sanctions peuvent être mises en place ou dans les mesures correctives. Et donc, dans l'axe qui est sur la réforme de l'inspection, à la fois soutenir les personnels, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte qui vont dénoncer ce type de violence, mais aussi refonder les inspections pour garantir la protection des élèves, on a une quinzaine de mesures, notamment sur l'indépendance des inspecteurs, la capacité d'autosaisine s'il y a des déclarations dans la presse ou des collectifs d'élèves qui se mettent en place. Voilà, donc il y a beaucoup de mesures sur ces sujets-là, bien sûr, qui sont prises en compte. Alors, j'ai une question de Barbe Douce qui en même temps témoigne. Bonjour madame, je suis un jeune adulte et j'ai été victime de violences éducatives sévères venant de mon père pendant toute mon enfance. Pour le faire le deuil de ce qui s'était passé et en travaillant sur ces sujets, j'ai remarqué que souvent le schéma de violence, quel qu'elle soit, est un schéma qui se répète de génération en génération quand le souci n'est pas réglé. Est-ce que ceux qui se taisent ou n'agissent pas sont aussi souvent des victimes? Est-ce qu'il est apparu quelque chose de cet ordre dans vos travaux? Et si oui, comment indiquer ce phénomène selon vous? Voilà. Oui, c'est toute la question de la reproduction de la violence et monsieur parle de la violence de son père, donc c'est des violences intrafamiliales, même si elles étaient éducatives. En fait, on met le mot éducatif, ça ne devrait pas exister, le mot violence éducative. L'éducatif, c'est parce que dans une certaine éducation, il était admis qu'on pouvait frapper un enfant pour l'éduquer, mais je pense que c'est deux mots qui ne vont jamais ensemble et qui n'iront jamais ensemble. Et donc, la violence d'un père dans le cadre intrafamilial. C'est le sujet plus globalement de la reproduction de la violence et effectivement, par notre rapport de commission d'enquête, on l'a touché de très près, notamment par exemple parce qu'en échangeant avec une des victimes, un monsieur victime de violences extrêmement graves, à la fois dans sa famille, puis dans le village d'enfants de Riomont, qui recueillait des enfants battus et qui les battait encore plus, y compris avec des viols, des travaux forcés, etc. Lui, il a fugué à 14 ans avec un copain, à tous les deux à 14 ans, après de nombreuses tentatives de fugue, il a réussi à s'échapper et il a construit une vie. Et lui a construit une vie et son copain, son meilleur copain, lui a dérivé complètement dans l'alcool, dans la drogue, puis dans la violence intrafamiliale. Et on a eu beaucoup de discussions sur ça. C'est la façon dont, comment en fait un système complet qui est autour de la violence fait qu'on a la conviction que finalement, pour éduquer ou pour grandir, il faut être violent soi-même. Et quelque part, c'est le système à Betaram qui a été dénoncé des élèves surveillants. C'est-à-dire un élève qui arrive à 15-16 ans et qui devient le surveillant des petits et qui fait la même chose que celui que lui-même a subi. Donc,
Dans le rapport, il y a beaucoup de mesures qui s'adressent au milieu scolaire exclusivement, là par contre, hein, pas à l'intrafamilial, mais qui sont les mesures de sensibilisation, de formation, qui sont pour beaucoup déjà prévues, mais pas suffisamment mises en place. Par exemple, au début d'année, il y a une obligation dans tous les établissements publics et privés sous contrat que les procureurs de la République rencontrent l'ensemble des chefs d'établissement pour réexpliquer les devoirs de signalement de violence, la façon dont sont suivies les procédures, les signalements administratifs aux inspections. Donc voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans dans le rapport. Un sujet aussi qui est soulevé et qu'on a déjà mis en œuvre, c'est le fait que la libération de la parole de l'enfant, quand elle a lieu, puisse être accueillie par des personnels formés et qu'un enfant qui se sent prêt à parler puisse être entendu au bon moment, parce que s'il y a un raté, donc ça veut dire les moyens du 119, le numéro de protection de l'enfance, qui doivent être renforcés pour qu'il reste 24 heures sur 24, qu'il n'y ait pas un trop long temps d'attente. Si on attend 1 heure qu'on est prêt à parler, qu'on est un enfant de 12 ans, on peut peut-être pas attendre 1 heure au téléphone, d'être prêt à parler sur un copain qui est victime de violence, par exemple. Et puis, la mise en place des boîtes aux lettres papillons, cette association Les Papillons, je ne sais pas si vous connaissez, qui existe dans certains établissements. C'est une association qui propose de mettre une boîte aux lettres physique dans l'école primaire et le collège, ou une boîte aux lettres digitale sur une application pour les lycéens, dans lesquelles on peut écrire un mot de dénonciation de violence, soit pour soi-même, soit pour un camarade. Et d'ailleurs, ça fonctionne pour l'intrafamilial comme pour le scolaire, c'est dans les écoles. Et ce qu'on avait constaté avec cette association, c'est que ça marche très très bien, parce que c'est des psychologues qui lisent les messages, qui préviennent le 119, l'établissement, etc. Mais qu'il y a des établissements où il y avait un refus du chef d'établissement de le mettre en place. Et là, on a demandé à la ministre de l'Éducation nationale d'accorder l'agrément national à l'association Les Papillons pour que tous les établissements français, publics et privés qui le souhaitent, puissent mettre en place cette boîte aux lettres. Et vous regarderez, c'est une initiative qui est hyper intéressante pour le harcèlement, parce qu'il y a le harcèlement entre élèves, les violences sexuelles entre élèves, qui est un autre sujet, pour les violences intrafamiliales détectées en milieu scolaire et pour la violence en milieu scolaire. Donc en fait, voilà, il faut être là au moment où on est prêt à parler, que ce soit un témoin ou une victime. Et là, j'ai une question de Stéphane qui, moi aussi, me fait penser au témoignage notamment de la fille de François Bayrou qui avait témoigné de quelque chose qu'elle avait subi pendant une colonie. Si je me trompe pas, on est en pleine période, question de Stéphane, on est en pleine période de vacances scolaires. Est-ce que les colonies scolaires, elles sont aussi encadrées au même titre que les établissements peuvent l'être par rapport du coup à la protection des enfants dans ce cadre-là? Alors, une colonie, par définition, ce n'est pas scolaire parce que l'école s'arrête au mois de juin, reprend au mois de septembre. Donc, c'est ce qu'on appelle le périscolaire ou le secteur de l'animation. C'est-à-dire, vous avez, en fait, peuvent être concernés par des violences commises par des adultes ayant autorité tous les moments de la vie de l'enfant où l'enfant est en collectif avec des adultes responsables. Je pense au temps de la cantine, dans les crèches, au temps périscolaire, les études ou l'après-devoir, les vacances scolaires, les petites vacances et les grandes vacances, avec y compris des séjours où il y a des nuitées. Parce qu'on a vu dans l'ensemble de ce rapport que quand il y a un internat avec des nuitées, des surveillants de nuit, les violences se démultiplient et encore aujourd'hui, on a des signalements sur des internats. Donc le sujet de la colo, bien sûr, est un sujet majeur. C'est pas le cœur de notre commission d'enquête où l'objet, c'était bien le contrôle de l'État, de l'inspection de l'État, du ministère de l'Éducation nationale, de la justice, de la protection de l'enfance, sur les écoles dont on a la responsabilité en France. Mais quelque part, toutes les recommandations qu'on a, elles s'appliquent bien sûr au périscolaire. Et j'en prendrai une pour rassurer un peu monsieur normalement, c'est que dans tout ce qui est périscolaire et colonie, par exemple, les contrôles d'honorabilité sont déjà mis en place, c'est-à-dire vérification du casier judiciaire, vérification du fichier FIJAS, qui est le fichier de délinquance sexuelle, avant embauche d'un animateur. La vraie difficulté qu'on pointe dans notre rapport et qui vaut aussi pour le périscolaire et qui va donc faire réfléchir tous les ministères et agir tous les ministères, je l'espère, c'est que, par exemple, au moment où vous êtes embauché, si vous faites, je ne sais pas si c'est l'UCPA, par exemple, l'UCPA qui est un organisme privé qui fait des sorties scolaires, vous pouvez être embauché depuis des années, depuis 15 ans à l'UCPA comme animateur de planche à voile. Si je prends cet exemple-là, au moment de l'embauche, on fait votre casier judiciaire, votre FIJAS, vous n'avez pas de commis de délit, donc tout va bien. Mais rien ne dit aujourd'hui que ça doit être fait tous les ans. Or, vous pouvez commettre un délit sexuel, par exemple de voyeurisme ou de pédocriminalité en ligne, être condamné pour cela dans le cadre privé, et vous êtes parallèlement
animateur UCPA. Aujourd'hui, la circulation d'informations entre la justice sur le privé et le monde professionnel manque encore de systématisation. Donc ça, il y a des recommandations là-dessus. Et puis, nous, ce qu'on propose, c'est que ces contrôles, ils aient lieu tous les 3 ans dans toutes les écoles et dans tous les organismes pour qu'on vérifie que tous les personnels qui sont à date dans l'établissement ou dans l'organisme parascolaire puissent être contrôlés. Voilà, il n'y a pas de, il y a encore, et puis que le signalement soit beaucoup plus efficace. Ce qu'on met en place avec Signal Éduc dans notre recommandation pour l'éducation nationale a été mis en place, par exemple, dans le domaine sportif, l'encadrement des séjours sportifs et des activités sportives, qui s'appelle Signal Sport. C'est des dispositifs de signalement qui peuvent être anonymes, nationaux, mais bon, c'est pas parfait, hein. Je peux pas vous garantir que parce qu'on a fait ce travail, rien ne se passe. En tout cas, il y a un mouvement. Oui, parce que ne pas sous-estimer, et là je donne l'information aux auditeurs, les stages sportifs avec des professeurs, des entraîneurs qui ont l'ascendant sur les élèves, sur les sportifs qu'ils ont en charge et qui sont pour certains mineurs, c'est aussi un moment où peut se reproduire ce genre de violence. Voilà, donc c'est important aussi de le rappeler. Ce n'est pas qu'en colonie de vacances, ce n'est pas que dans les établissements scolaires. Dans le cadre du sport aussi, ça existe. Voilà. Je vais peut-être juste ajouter une chose, parce que je vous entends, Robin, c'est que il y a un prisme dans notre rapport qui pourrait laisser entendre que tous les enseignants, tous les profs de sport sont tous des agresseurs, etc. Enfin, vous voyez, comme nous, on s'est concentré sur le sujet de violence, il faut rappeler quand même que dans l'enseignement public comme dans l'enseignement privé, catholique, non catholique, musulman, partout, il y a des enseignants, enfin c'est un des plus beaux métiers du monde, et des gens qui sont là pour l'épanouissement de l'enfant, l'accompagnement, et qui se consacrent. Enfin, les professeurs, moi j'ai beaucoup de respect pour eux, les encadrants éducatifs, les AESH pour les personnes en situation de handicap. Il faut rappeler qu'on parle de cas, certes très nombreux, mais c'est pas la majorité, heureusement, et il y a plein j'espère, d'auditeurs qui ont vécu un parcours scolaire, comme moi, par exemple, sans violence d'adulte, et qu'on soit dans le privé ou dans le public. Voilà, faut le rappeler aussi, parce que il y a parfois un prisme un peu déviant qui est pas. Moi, je serais enseignante, je m'entendrais, je dirais, bah, dis donc. On a l'impression qu'on est des horribles personnages. Et pour dans le sport, je ferai le même témoignage. J'ai été sportif de haut niveau, voilà. J'ai fait des stages personnellement, à titre personnel. Je n'ai jamais été confronté et j'espère que, évidemment, un minimum de personnes l'a été dans ce cadre. Alors, je rebondis sur les conclusions de votre rapport. Question de Calias. Selon Sud Éducation, le rapport de la commission ne détaille pas de mesures concrètes de soutien psychologique ou éducatif pour les élèves eux-mêmes, alors même qu'ils sont au cœur des violences subies ou exercées. Pourquoi ce vide supposé, et quelles suites concrètes proposez-vous pour garantir un réel accompagnement des élèves en souffrance? Voilà, c'est selon Sud Éducation qui a donc réagi à votre rapport. Alors d'abord, merci, parce que je n'ai pas vu cette réaction. On en a vu quelques-uns de communiqués de presse, mais on en a peut-être raté quelques-uns. Ça veut dire qu'il faut, de toute façon, on a prévu avec Paul Vanier à la rentrée de septembre de re-rencontrer tous les syndicats suite aux recommandations pour justement poursuivre le travail. En fait, on réfléchit à la méthode pour la suite. Donc, c'est important. Il y a des manques dans le rapport. Il y en a un, par exemple, c'est le sujet des contrôles de santé publique. Par exemple, dans des internats, l'ARS, l'Agence régionale de santé, ou les hôpitaux peuvent aussi être impliqués. S'il y a plein de gamins qui ont des coups, des bosses qui viennent du même établissement ou des fractures, bah, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, donc il y a quelques trous dans la raquette. Alors, sur le soutien psychologique, ce qu'on a quand même mis, c'est sur le sujet des victimes. Quand, dans le dispositif Signal Éduc et dans la reconnaissance qu'on propose de l'État sur les victimes, qu'elles puissent monter un dossier pour avoir à la fois une indemnisation de l'État et aussi la prise en charge comme une maladie de longue durée, une ALD, des frais psychologiques quand quelqu'un a été par exemple victime de violence à 9 ou 10 ans, qu'il a aujourd'hui 40 ans et qu'il est reconnu par le dispositif qu'on propose comme victime des violences en milieu scolaire. À ce moment-là, il y aurait une prise en charge des frais en fait de psychologue, c'est-à-dire ce qui est souvent pas pris en charge aujourd'hui. Après, dans le cadre scolaire, finalement,
ça existe normalement. C'est les infirmiers scolaires, les psychologues scolaires, les assistants sociaux, tout ce personnel qui est dans les établissements. Et ce qui est soulevé par rapport à ce que vous dites, c'est quand même le sujet des moyens de la médecine scolaire et des psychologues scolaires. Et là, on a un certain nombre de recommandations qu'on va traduire d'ailleurs dans les débats budgétaires, dans des demandes. Il faut non seulement une réforme de la médecine scolaire, mais des moyens budgétaires importants. C'est une priorité parce que c'est bien à l'école parfois qu'on détecte aussi les violences intrafamiliales et le harcèlement. Donc avec la politique, il faut les moyens. Et c'est pas si simple à résoudre puisqu'on a la crise de l'attractivité de ces métiers. Il suffit pas d'ouvrir des postes. Il faut bien, les médecins, on sait bien qu'on n'en aura pas plus pendant les 5 ou 6 prochaines années. Donc c'est comment on convainc des psychologues de ville, par exemple, de venir dans le domaine scolaire. Et donc ça, c'est un travail aussi à faire par le ministère de l'Éducation nationale, de réforme profonde de son attractivité. Enfin, c'est des sujets passionnants. Et vous avez raison, on n'a pas pu aller au bout de tout, bien sûr. Alors, je vous pose la question maintenant en amont. Est-ce que vous avez un peu de temps supplémentaire ou pas pour ce matin? Parce que je vois qu'il reste déjà que 12 minutes, alors que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses encore et de questions à vous poser. Est-ce que vous avez un peu plus de temps ou pas ce matin? Eh bien, on se dit 10 minutes de plus, encore Allez, 20 parfait. minutes. Je prends, merci beaucoup. Alors, question sur une des auditions qui a été la plus médiatisée, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, et qui a peut-être un peu effacé, malheureusement, enfin, pas effacé, mais pris le pas sur le reste du travail de cette commission d'enquête d'un point de vue médiatique. En tout cas, c'est la commission du Premier ministre François Bayrou. Alors, je vais vous poser la question de Tchicanis. Vous avez pointé dans votre rapport un défaut d'action de François Bayrou à l'époque des faits qui a pu laisser les violences perdurer. Est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait une mise en cause, pas forcément judiciaire, pour ce défaut d'action à l'époque, alors qu'il était en poste? Alors, on a mis en cause le défaut d'action, effectivement, dans l'étude de cas Betaram, mais on l'a mis en cause aussi le défaut d'action de beaucoup de ministres successifs dans le domaine de l'éducation nationale, mais aussi de la justice, mais aussi de la protection de l'enfance et de la famille. Pour mémoire, on a auditionné 6 ministres de l'éducation nationale de bords différents, parce qu'on nous dit souvent, vous n'avez auditionné que François Bayrou, c'était à charge, etc. Je pense qu'on a fait les choses sérieusement. On n'a pas pu auditionner tous les ministres, mais voilà, il y a une quinzaine de ministres qui ont été auditionnés en tout. Le défaut d'action, il est lié à plein de choses, à la façon dont l'information circulait entre justice et éducation nationale, la façon dont sont organisés aujourd'hui les ministères avec les cabinets, la façon dont un citoyen peut s'adresser et avoir vraiment la prise en compte de son dossier. Je le vois encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, j'ai plein de gens qui me disent j'ai écrit à M. Darmanin, j'ai écrit à M. Bayrou, Premier ministre, j'ai pas de réponse, parce qu'il y a la masse, mais il y a aussi la façon dont on traite la violence faite aux enfants prioritairement dans les parquets ou dans les ministères. Donc, ça met en cause plein de choses, au-delà de la responsabilité personnelle de François Bayrou. Je pense que Paul Vannier est allé beaucoup plus loin. Il a signé un courrier en demandant que la présidente de la commission attaque pour parjure, ce qu'elle a refusé. Il a déclaré lui-même faire une démarche à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas souhaité aller jusqu'à des mises en cause individuelles de l'un ou de l'autre parce que en fait, notre commission d'enquête, oui, elle est partie de Betaram et oui, François Bayrou est Premier ministre aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, il y a 80 établissements aujourd'hui dans lesquels on nous a signalé des violences systémiques et pour chacun de ces établissements, on n'a pas pu mener une enquête aussi approfondie que pour Betaram ou Riaumont ou Châlons-en-Champagne. On n'a pas pu interroger toutes les correspondances entre les ministres de l'époque, le recteur de la Bretagne ou le président du Conseil général du Pas-de-Calais. Et chacun a une part de responsabilité, plus ou moins importante. Je pense que l'opinion publique se fait déjà, ou tous ceux qui suivent chacune des affaires, grâce aussi au travail d'investigation des journalistes et au travail positif lorsqu'il est des réseaux sociaux, et que les responsabilités sont assez visibles. Voilà. Moi, j'estime qu'une commission d'enquête parlementaire, elle est là pour créer de l'action, et pas seulement de la dénonciation d'un tel ou tel a fauté. Il y a des plaintes en justice et la justice fait son travail et le travail du parlementaire, c'est de proposer des lois qui changent les choses. On rappelle qu'en commission d'enquête, il y a un cadre très strict qui fait qu'une commission d'enquête ne peut pas empiéter sur le travail judiciaire. Vous ne
si je ne me trompe pas, vous me corrigez, vous ne pouvez pas auditionner des personnes sur un sujet s'il y a une action en justice en cours à leur encontre sur ce sujet, justement. Vous me confirmez? Alors personnellement, oui. Après, je maîtrise pas bien la nuance juridique. Par exemple, on a quand même travaillé sur le dossier Averroès, du lycée Averroès musulman, donc qui avait perdu son contrat suite à une action de l'État et qu'il a retrouvé en justice et qui est actuellement en appel. Et on a quand même traité ce dossier-là, mais c'était pas un dossier individuel, c'était pas suite d'un c'était pas un sujet pénal. En fait, c'est peut-être ça la différence. Mais je suis pas assez calé juridiquement pour répondre précisément. Je pense qu'en justice administrative, on n'a pas le problème, même si on a été prudent dans ce qu'on a mis dans le rapport, qui est actuellement en étude. Par contre, sur du droit pénal, effectivement, on ne peut pas intervenir. Alors, j'ai Barbedouce qui avait posé une question tout à l'heure, qui en repose une. Lors de la commission d'enquête à propos de M. Bayrou, vous avez conclu que sa méthode éducative, la tape éducative, était violente. Peut-on se demander si une personne qui considère une tape éducative violente sans même comprendre où est le problème est à même de mener une politique violente dans le même état d'esprit de dédouanement, c'est entre guillemets, ce que je fais, c'est pour leur bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois qu'on beaucoup ont été choqués. Alors, choqués d'abord que Paul Vanier évoque l'épisode passé qui n'avait rien à voir avec l'école pour provoquer le Premier ministre, et choqués aussi de la réponse du Premier ministre. Finalement, ça met le doigt quand même sur un témoignage juste précédemment de la même personne qui vous pose la question, qui est à une époque et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que finalement un peu de violence, c'est de l'autorité. Et je crois qu'en fait, moi, ça m'a beaucoup permis de travailler ce sujet du continuum de la violence, entre la violence psychologique, l'humiliation, la violence physique, la violence sexuelle, et la nuance très forte, très différente entre l'autorité, le respect de l'autorité et la violence. Je crois que l'école doit être un lieu d'autorité, de fermeté, d'un système où il y a un respect de l'enfant envers l'enseignant, mais que ce n'est pas pour ça que ça excuse l'abus de pouvoir et donc la violence, qu'elle soit même psychologique, qu'elle soit même l'atteinte à la liberté de conscience. Et je pense que si moi aujourd'hui je pense ça, et beaucoup de mouvements éducatifs sur la non-violence, on voit que ce n'est pas terminé dans la société, parce qu'on est encore dans un modèle patriarcal, dans un modèle où beaucoup de parents dépassés par l'éducation, par l'impact des réseaux sociaux, en viennent à la violence. Et souvent, quand on en vient à la violence, c'est parce qu'on se sent impuissant par le dialogue, par l'éducation pure. Donc, tout ce travail-là a été, enfin, tout ce qu'on a soulevé là, y compris ces phrases d'un homme qui aujourd'hui a l'âge qu'il a et a eu l'éducation qu'il a. Et la fonction qu'il a surtout aussi. Et la fonction qu'il a montre que c'est ancré culturellement dans notre société aujourd'hui. Et moi, je vais vous dire, dès les premières auditions, avant même bien celle de François Bayrou, je me suis retrouvée en sortant d'une audition dans la salle des conférences à l'Assemblée nationale. J'arrive sur un groupe de députés d'une 60aine d'années du Sud-Ouest et qui disaient quand même, vous y allez fort, et puis franchement, il faut arrêter. Hein. Nous aussi, une claque, on en a déjà pris quand on était enfant. Voilà. Ouais. Et ces remarques-là, je les entends encore aujourd'hui. Et donc, d'abord, il y a une sorte de banalisation de la violence. Sauf que je crois qu'une grande partie des parents qui mettaient ou qui mettent leurs enfants dans des établissements un peu genre redressement ou avec de la rigueur et quelques claques, qui pensent que c'est bien, n'imaginez pas que derrière, une claque égale des travaux forcés, égale des punitions inhumaines, comme le supplice du Perron, égale des fellations, égale des violences sexuelles. Enfin, voilà, je pense que c'est ça le problème. C'est que quand on accepte le premier début d'une violence, même verbale, on accepte de rentrer dans un engrenage dont personne ne maîtrise la fin. Et je crois que ça a été déjà très fortement décodé dans les violences faites aux femmes. Et le sujet de l'enfermement entre le moment de l'amour et puis le moment où tout dégénère jusqu'au viol conjugal, jusqu'à parfois au féminicide. Et en fait, là, ce qu'on aborde, c'est chez l'enfant, c'est pareil, quoi.
D'accord. Voilà. Et donc, non à la moindre manifestation de violence en ce qui me concerne. Merci pour ce message. Et du coup, j'ai une question de Tikanis et Tilgad, et après, on passera à autre chose, toujours sur la commission. Bonjour, Madame la députée. Lors de la commission d'enquête, François Bayrou a fait des déclarations concernant sa plainte en diffamation contre Mediapart. Notamment, c'est sur ça que porte la question de parjure, dont tout le monde reconnaît qu'elles étaient matériellement impossibles. Paul Vanier demande à la saisie de la justice contre François Bayrou pour faux témoignages. Le rapport que vous avez rendu reconnaît qu'il a fait évoluer sa version lorsqu'il était sous serment à l'Assemblée. En attendant, nous ne connaissons toujours pas la véritable raison de sa plainte contre Mediapart, qui s'apparente à une nouvelle manœuvre du Premier ministre pour faire taire des danseurs d'alerte. Est-ce normal que la justice soit ainsi court-circuitée? Jusqu'où faut-il aller pour être poursuivi en parjure devant une commission d'enquête? Et pourquoi ces oppositions de vous et Madame Kelwa Hachi? Question très complète. D'abord, je pense que porter plainte en diffamation, c'est un droit du citoyen français, c'est dans la justice, donc ce n'est pas une atteinte à la justice elle-même. Je pense que c'est important que la presse fasse son travail d'investigation, de révélation, mais c'est important aussi qu'un citoyen, et d'autant plus une femme ou un homme politique, puisse se défendre. Alors, attaquer en diffamation, bien sûr, et j'ai beaucoup travaillé sur le sujet des médias, quand c'est systématique, quand c'est permanent sur des médias sur des titres qui ont peu de moyens, ça pose un problème économique. Et donc, c'est le sujet du modèle économique des médias indépendants. Enfin, c'est un autre sujet, mais qui est passionnant. Et effectivement… Il y a la question de la procédure Bayon aussi qui se pose. Bien sûr. Voilà. Les procédures Bayon sont, pour moi, beaucoup plus liées au sujet de la force économique de certains groupes, je veux dire pharmaceutiques, etc., qui font des procédures systématiques en diffamation, que venant d'un homme ou une femme politique, à un moment, il faut aussi, enfin, on parlait du cyberharcèlement tout à l'heure, ou d'une investigation, enfin, Mediapart est essentiel dans notre pays, comme plein de journaux d'investigation, comme plein d'acteurs d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Mais parfois, ils font des fautes, parfois, ils sont pas bons, parfois, ils font, et d'avoir le droit de se défendre, je pense que c'est très important. Donc, je pense que c'est la même chose pour François Bayrou que pour qui que ce soit d'autre. C'est son droit. Après, sur le sujet du parjure, moi j'ai estimé, et on en a discuté très sereinement avec Paul Vanier, hein, que les arguments sur cette histoire qu'il a dit qu'il y avait un article qui allait sortir, que ce n'était pas la bonne date, etc., qu'on n'est pas dans le cœur de ce qui est le fameux mensonge qu'attendait Paul Vanier sur la violence faite aux enfants elle-même au collège Bétarame. Donc, oui, il y a eu des évolutions de version du Premier ministre qui a répondu dans des contextes différents. Les questions au gouvernement, la provocation dans un moment où il était avec les victimes à Pau. Et puis sous serment, et moi j'estime que sous serment, il a exprimé sa vérité, ce dont il se souvenait, il a expliqué toutes les preuves qu'il avait. Voilà, on peut considérer que c'est insuffisant, on peut considérer… et je crois que beaucoup nous le remontent, beaucoup disent que les excuses ne sont pas suffisantes ou la compassion. Voilà, je pense que chacun se fait son avis et c'est aussi la transparence, le rôle de la transparence de la commission d'enquête, c'est que cette audition, elle était filmée comme toutes les autres et que ça permet à chacun de rentrer dans le détail et de se faire son propre avis. Je rappellerai quand même que après votre conférence de presse pour détailler le rapport, M. Vanier avait fait un communiqué et la relation avait l'air légèrement plus tendue avec Mme Kelwa Hachi qui avait, dans un tweet, dit qu'il gâchait tout le travail qui avait été fait pendant le travail de commission. Ça avait l'air quand même relativement tendu sur ce sujet après la conférence de presse, en tout cas. Dis donc je me permets de rappeler… Je dirais que, alors je critique pas souvent Paul Vanier, mais je dirais qu'il a été beaucoup plus dur avec Fathia Kelwa Hachi, qui avait seule la responsabilité d'entamer le parjure ou pas, et pour que la décision était difficile, qu'elle a prise. Il a été plus dur avec elle qu'avec moi, qui ai décidé de ne pas signer. Bon, nous, on a discuté beaucoup, longtemps de ce sujet-là. J'ai regardé ses arguments, j'ai lu la lettre qu'il m'a proposé de co-signer, voilà. Mais je trouve que
oui, il faut avoir aussi du respect. Fatia Kalawachi, elle a fait son choix. On peut ne pas être d'accord, mais il a été très dur, voilà, publiquement. Et quand on commence à régler ses comptes sur Twitter, voilà, ça entraîne de la haine, de l'incompréhension. Les gens qui regardent de la surface, oui, il n'a pas voulu, sans regarder les argumentaires. Et c'est le défaut là des réseaux sociaux. Et je trouve ça super ce que vous faites aujourd'hui parce que ça permet aux gens de rentrer dans le fond d'une explication, de se dire bah, peut-être j'ai quand même envie d'aller lire ce rapport, même si c'est 350 pages, parce qu'en fait, rien ne s'explique simplement, ni les décisions des députés, ni l'enquête, ni les responsabilités de chacun. Et c'est le drame de la politique résumé aujourd'hui par un tweet. Et là, ça fait réagir avec une question de Nomads. Est-ce que pour vous, question assez cash, est-ce que Paul Vannier, pour vous, a voulu instrumentaliser en partie la commission à des fins politiques contre François Bayrou? Je dirais oui, mais pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un jugement de valeur. Ça a été aussi très clair entre nous dès le début. Avant même la commission d'enquête. Il avait dit qu'il voulait la démission de Bayrou, il avait fait plein de déclarations avant même de proposer cette commission d'enquête. Et pourtant, nous avons voté à l'unanimité, 70 députés de tous les groupes, la création de cette commission d'enquête dont il allait être le co-rapporteur et dont il faudrait un rapporteur de la majorité, enfin du bloc central, qui a été moi. Ça veut bien dire que personne n'était dupe, ni moi, ni personne, sur les objectifs de Paul Vannier et de la France insoumise concernant le Premier ministre. Mais ça n'empêche pas que cette commission d'enquête qui a été déclenchée par le sujet Betaram et la médiatisation liée à la présence de François Bayrou soulevait un problème bien plus large, et nous l'avons démontré, puisqu'on est sur toute la France, sur 80 établissements, et qu'il y avait un besoin de faire cette commission d'enquête, parce qu'il y a plein de choses à changer, et que le sujet Betaram n'est qu'un petit morceau terrible, peut-être un des plus terribles, de ce qui s'est passé partout ailleurs, et qui ne concerne pas directement François Bayrou, mais plein d'autres responsables politiques successifs. Donc, moi, je crois que j'ai jamais été dupe de ça. À un moment, quand on fait de la politique, moi aussi, on m'a dit on instrumentalise pour les municipales à Lille, on fait ça exprès. Vous venez de me faire le lien avec la question qui allait suivre, qui était sur les conséquences, on va dire, entre guillemets, politiques et personnelles. Je pose la question parce que vous étiez en train de répondre. Des Clantaires qui demandent, d'après Mediapart, après la convocation de François Bayrou et son passage devant la commission, le Premier ministre et le président du groupe Modem à l'Assemblée auraient menacé de ne pas vous soutenir pour les municipales 2026 à Lille, car pour eux, vous seriez montré trop offensif dans le dossier Betaram. Qu'est-ce que c'est votre réaction par rapport aux attaques contre vous venant du Modem? Et moi, j'élargirais même la question aux attaques venant du socle commun, parce que c'est vrai que il y a eu un peu dans tous les groupes des personnes du socle commun qui s'en sont pris à votre façon de mener cette commission. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre vis-à-vis déjà de Lille et même d'une manière plus générale ces critiques à votre encontre? D'abord que ça a été, cette commission d'enquête, un moment décisif, une expérience décisive dans mon engagement politique. Que oui, je n'imaginais pas aussi bien travailler avec un député de la France insoumise, parce que je combats la France insoumise, les idées de la France insoumise. Mais que la façon dont on a travaillé, la confiance qui s'est établie entre nous et qui n'est pas altérée, malgré les points de vue différents que je viens d'évoquer, fait que nous allons continuer de travailler ensemble, et je pense que c'est bien pour la démocratie et c'est bien pour l'intégrité de mon engagement, quelles que soient les conséquences positives ou négatives sur les municipales à Lille. Je me dis que si, face à des viols d'enfants, j'avais ce calcul-là, je pense que je ne ferais pas me regarder dans une glace, et que ça donne beaucoup de sens à mon engagement. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur les réactions dans le bloc central ou au Modem, qui ont été largement documentées dans la presse, mais pas finalement beaucoup envers moi. Envers moi, ce que j'ai senti, c'est pas beaucoup de soutien. Ça, c'est clair. J'ai été très isolée pendant cette commission d'enquête à l'Assemblée, ça se sent. Pourquoi? Je crois parce que ces sujets-là, ils dérangent. On lève l'omerta, le tabou, on parle de violence horrible. Il y a plein de gens, ils n'ont pas envie de parler de violence. Ils ont envie d'être cool dans leur bulle. Et d'ailleurs, il y en a plein qui regardent plus les réseaux sociaux, qui arrêtent de s'informer parce qu'ils veulent éviter tout ça. Et donc, ça dérange, ça fait mal, ça secoue le système. On a vu combien on avait secoué le ministère de l'Éducation nationale, le secrétariat général à l'enseignement catholique, les directions diocésaines. Moi, j'ai énormément d'interactions. On nous demande plein de choses. Donc, on dérange énormément depuis le début. Et donc, quand on dérange, on fait fuir. Ça, c'est sûr. Hein. Vous faites un truc béni, oui, oui, où tout le monde est content. Voilà. Et donc, il s'est dit plein de choses. Moi,
j'ai peut-être qu'une chose à dire, c'est qu'à Lille, je prépare ma campagne municipale de la même façon, avec des gens du MoDem, d'Horizon, du PS, du LR, de partout, parce que je veux une campagne qui rassemble et que ça n'a pas changé grand-chose dans mon action lilloise, en réalité. Ni avec ceux qui m'entourent. Et puis voilà, il y a plein de questionnements. Il y a plein de choses incomprises aussi. Vous avez dit tout à l'heure, l'audition de François Bayrou a effacé une partie de la commission d'enquête. Oui, je pense que l'hypermédiatisation, le fait que c'était en direct sur BFM TV, c'était la seule audition parmi les 40 auditions qui a été en direct sur BFM TV. Donc il y a des gens, beaucoup dans ma circonscription, qui ont résumé que la commission, c'était l'audition. Ils ne savaient même pas qu'il y en avait d'autres des auditions. Donc des gens, quand ils voient que ça, ils se disent c'est que ça. Et en fait, ça a été un des défauts aussi qui est lié à notre responsabilité, celle des médias, et on doit vivre avec et expliquer. Moi, j'ai fait 2 réunions publiques dans ma circonscription où il y avait à chaque fois 150 personnes. On va en faire encore. Il y a des étudiants Sciences Po qui nous invitent avec Paul Vanier. On va continuer d'expliquer, de décrypter l'information, nous à notre niveau, vous comme vous le faites. Là, vous pouvez vous dire qu'en tout cas, pendant un peu plus d'une heure, vous avez été devant une dizaine d'amphis de 190 places. Voilà, parce que là, on est un peu plus de 1900. Donc, c'est vrai que c'est aussi un moyen de pouvoir parler à beaucoup de monde, à s'adresser à un grand public. Et alors, moi, il y a quelque chose qu'on a vu sortir hier dans la presse. Hier, on a appris que le rectorat d'Orléans-Tours avait autorisé le projet d'une académie Saint-Louis en Sologne. Premier projet d'internat catholique privé non mixte soutenu par Pierre-Édouard Stérin. Début juillet, il y avait 160 personnalités politiques, syndicales et universitaires qui s'étaient opposées à ce projet, dénonçant un risque d'endoctrinement. Avec l'expérience que vous avez acquis pendant la commission d'enquête, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de projet, et notamment potentiellement la présence de ce patriote exilé fiscal comme Pierre-Édouard Stérin, qui, on rappelle, finance l'extrême droite et des mouvements ultra-conservateurs. Est-ce que les inquiétudes sont justifiées pour vous ? Oui, les inquiétudes sont justifiées. Oui, nous avons traité le sujet dans le rapport de la commission d'enquête sur les établissements hors contrat qui se multiplient actuellement en France. Hors contrat, ça veut dire quoi? C'est que, en fait, l'établissement, il demande juste un agrément, il respecte un certain nombre de normes qui sont dans la loi, le nombre de toilettes dans l'établissement, la taille des classes, le respect du droit de l'enfant, etc. Et donc, il y a un certain nombre de critères aujourd'hui dans la loi, il respecte ça, il demande un agrément à l'éducation nationale qui le donne, mais il n'y a pas d'argent public. C'est-à-dire que c'est la différence avec le sous-contrat. Le sous-contrat, les profs sont payés par l'éducation nationale. Le sous-contrat, c'est Bétaram, par exemple, c'est Notre-Dame de Garaison, tous ces études, où c'était Averroès. Et donc, les profs sont payés par l'éducation nationale pour faire cours avec le programme qui est le même dans le public et dans le privé, le programme de maths, de physique, de sciences. C'est tout le périscolaire qui est différent. Dans un hors-contrat, tout est différent, même le contenu du programme. Et il y a une liberté des parents de pouvoir inscrire à ces écoles payantes, quel que soit leur dogme, entre guillemets, leur méthode, à partir du moment où il y a le respect de la loi. Et donc, il semble, si cet agrément a été donné par l'éducation nationale, c'est que les critères d'ouverture de ces classes hors contrat ont dû être respectés par rapport à la loi. Donc, ce qu'on dit, c'est attention, dans le rapport, ce qu'on dit attention, c'est que la loi n'est certainement pas assez bien faite pour permettre des projets d'endoctrinement de jeunes enfants dont les parents choisiraient librement de les mettre dans ces établissements. Donc, on soulève un certain nombre de questionnements sur l'augmentation, y compris par l'argent d'ouverture d'écoles comme celle-là. Et dans la proposition de loi que nous allons faire avec Paul Vanier, il va falloir que ce sujet soit traité plus largement avec des... Alors, ça va être la limite entre la liberté et la liberté de penser, la liberté d'enseigner et la contrainte et la protection du droit de l'enfant à son esprit critique et au respect des règles de la République. Il y a déjà sous Papendiaï et puis sous Jean-Michel Blanquer eu vraiment une révolution du hors-contrat parce qu'avant, c'était open bar. Notamment... jusqu'à 2017. Entre 2012 et 2017, l'école privée Jean Bosco, qui était à Riaumont, qui a succédé au village de Riaumont, était sans aucun agrément et enseignait à des enfants. Donc là, c'était tout et n'importe quoi. Depuis 2017, c'est beaucoup plus contrôlé que le privé sous contrat. Et pourtant, ça ne suffit pas puisque
J'imagine que s'il y a eu un agrément, c'est que juridiquement, il n'y avait pas les moyens de l'empêcher. Et donc, il faut regarder les points de loi à changer pour mieux protéger les enfants. D'accord. Et bien, question de conclusion, parce qu'on arrive à la fin de cette interview. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Question un peu d'ouverture, parce que le lien avec l'actualité oblige, avec ce qui a été annoncé cette semaine. Ce mardi, le Premier ministre a fait l'annonce de son budget pour l'année à venir. Beaucoup de parlementaires du socle commun sont restés très silencieux au vu de certaines mesures jugées extrêmement impopulaires, notamment la suppression des jours fériés, l'année blanche. Là, on évoque la monétisation de la 5e semaine de congés payés. Est-ce que vous avez été pleinement convaincu par ces positions? Si oui, est-ce que ça va assez loin? Sinon, quelles sont les marges de manœuvre? Moi, sur les jours fériés, je suis clairement opposée parce que je pense que les jours fériés, ils sont des bénéfices surtout aux travailleurs et qu'aujourd'hui, c'est les travailleurs qui payent pour beaucoup, d'autres, pour les personnes les plus âgées, pour les personnes qui sont en situation de fragilité sociale. Et donc, voilà, pénaliser les travailleurs, je pense que ce n'est pas du tout une bonne mesure. Elle n'est pas populaire, elle mettra les gens dans la rue. Et voilà, c'est extrêmement clivant. Sur les autres mesures, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles je suis favorable, les efforts sur l'État, peut-être la taxation plus importante sur des très hauts revenus de façon temporaire, ça ne me choque pas. En revanche, je pense que l'effort sur le train de vie de l'État, je parle au niveau national, ministère, grandes agences, contrôle des subventions, contrôle de la trésorerie d'organismes parapublics qui accumulent de l'argent et qui les placent dans des fonds à l'étranger, est insuffisant. Moi, je pense qu'il faut forcer vraiment le trait là-dessus. Et puis, à l'inverse, je pense que des budgets à préserver. Dans ma circonscription, au rectorat de Lille, on a appris qu'il y avait 16 postes supprimés en déplacés dans les quartiers politiques de la ville d'agents de médiation sécurité dans des collèges qui sont vraiment dans des endroits difficiles. Ben, je pense que les sujets d'enfance, d'accompagnement sécurité, de prévention de la violence dans les établissements scolaires sont prioritaires, de médecine scolaire aussi, parce que c'est l'avenir en fait. Et donc, il y a des budgets auxquels il ne faut pas toucher. Donc, je pense qu'en réalité, pour répondre à votre question, au-delà des annonces globales de l'État, la réalité, ce sera au moment du débat budgétaire, du dépôt des amendements, des choix qui sont faits à la fois par les groupes politiques, mais aussi individuellement par les députés. Après, c'est pas facile. Chaque député, il a plutôt envie de porter plus de dépenses que plus d'économies. Il faut quand même être responsable parce que c'est finalement les retraites des générations futures que l'on doit préserver. En tout cas, certains sont taquins et disent reconnaître en vous un petit côté PS que vous aviez auparavant. Voilà, en vous entendant. Oui, mais je le garde d'ailleurs. En fait, je pense que un petit côté PS, il y a plein de gens super au PS et il y a plein de gens super chez les LR. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que ça m'a appris beaucoup, et chez LFI, et dans tous les partis, en fait, c'est que moins de sectarisme, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est encadré, et en particulier dans les réseaux sociaux, par les dogmes, par les haines mutuelles entre les partis. Et en réalité, dans chacun des partis, il y a des gens qui ont évolué, qui ont pris des choix sur lesquels on peut être fermement opposé. Mais moi, quand je vois autant d'intelligence, y compris dans les partis de l'extrême droite et de l'extrême gauche, je me dis que si ces gens intelligents sont allés là, c'est qu'ils défendent des choses et qu'il faut essayer de comprendre pour mieux combattre les idées. Voilà, c'est comme ça que donc j'ai un peu évolué sur ça et donc j'ai du respect pour chacun des députés, des 577 députés des différents partis de l'hémicycle. Et alors, exercice de fin, on va recevoir prochainement le sénateur Fabien Gay, sénateur communiste, oui, qui a fait un rapport notamment en évoquant l'importance du CICE, qui a vraiment appuyé là-dessus, sur les 211 milliards, chiffre qui est beaucoup repris ces derniers temps. Quelle question vous auriez à lui poser ? Est-ce qu'il a trouvé la solution pour la survie économique de l'humanité? La question sera posée, voilà. Je vous remercie, madame. J'ai débattu avec lui, j'ai trouvé incroyable. Donc, j'ai débattu avec lui sur les médias et je trouve que le travail qu'il fait est intéressant sur les aides aux entreprises, donc il faut continuer. Eh bien, écoutez, madame Spielbourg, en tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite un excellent week-end et de bonnes vacances parlementaires, même si on sait que les vacances parlementaires n'ont de vacances souvent que le nom par rapport au travail en circonscription. Voilà. Regardez. À bientôt. Bonne journée à vous, au revoir.